Bon, chers amis, je vous propose de vous asseoir. Nous sommes un petit peu en retard, mais ça c'est le lot commun. Et je vais échanger quelques mots avec Jean-René van der Platzen avant que François-Xavier Bellamy nous donne sa conférence. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour Monsieur le Président, chers membres de la demeure historique, chers amis. L'idée est de ne pas tout à fait redire ce que vous lirez dans l'entretien qui a été réalisé avec Jean Lamberty dans le dossier que vous avez tous eu ce matin, mais plutôt d'avoir une conversation libre, assez libre, puisque j'ai la chance de connaître Jean Lamberty bien depuis maintenant de longues années. C'est un de vos anciens vice-présidents qui nous a présenté l'un à l'autre il y a 12 ou 15 ans, je ne sais plus, Denis de Kergorlet. Et puis, il y a une dizaine d'années, 10 ans je crois très exactement, nous avons mené et lancé, en partenariat avec la demeure historique et suivi ensuite par la Fondation pour les monuments historiques et avec le groupe Figaro, le trophée de la plus belle restauration. Donc 10 ans déjà, beaucoup de magnifiques demeures primées. On espère que cela continuera. Et voilà. Et l'idée, c'était quand même d'éviter le côté bilan. Et on me dit, cher Jean, que tu comptes t'arrêter en 2019, alors qu'on te sent encore en pleine action et sur à peu près tous les fronts possibles, avec toute cette merveilleuse équipe de l'ADH. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela signifie ? Alors, j'ai effectivement annoncé au conseil d'administration de janvier 2018, celui qui m'a renouvelé sa confiance, qu'à l'horizon de janvier 2020, donc un peu de temps, mais il serait bon de me trouver un successeur. Alors, je dis « me » parce que je considère que l'équipe avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années, que ce soit l'équipe des salariés du siège ou l'équipe du comité directeur, du conseil d'administration, des délégués, une équipe formidable. Mais je pense qu'à un moment donné, en janvier prochain, ça fera 18 ans. 18 ans, c'est assez drôle, c'est le premier niveau du bail amphithéotique. Je m'en suis aperçu. Et comme vous savez, je me suis un peu battu sur le sujet. Donc je me suis dit, il y a un petit clin d'œil du destin ou d'autre chose. Et du coup, effectivement, j'ai décidé, en mon âme et conscience, non pas d'abandonner le patrimoine, non pas d'abandonner la demeure historique, mais de transmettre le témoin de la présidence de la demeure historique, qui est un engagement de tous les instants. C'est-à-dire que je ne mesurais pas que c'est une responsabilité assez permanente, y compris en plein été, quand il se passe quelque chose. Et donc je crois qu'il est bon de pouvoir insuffler un sang nouveau, ou un souffle nouveau. Peut-être pas le sang va rester, j'espère, le même, le sang de la demeure historique. Mais le souffle peut être renouvelé. Tu comptes donc continuer à agir autrement, peut-être qu'à travers la DH. Est-ce que tu as déjà des idées? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors j'ai des idées, oui, ça c'est sûr. J'ai souvent des idées, ça m'est souvent reproché par l'équipe du siège en disant est-ce qu'il ne peut pas s'arrêter un peu? Bon, alors ça c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai. Et donc l'idée, c'est que vous savez qu'en 2008, nous avons créé la fondation qui s'appelait Demeure Historique, devenue Fondation pour les monuments historiques, tu viens de le rappeler. 2018 a également été une étape très importante que tu as vécue avec nous comme partenaire. C'est le passage au statut de fondation de FRUP, c'est-à-dire fondation reconnue d'utilité publique et abritante. C'est une étape majeure. Et donc, je souhaite pouvoir, la demeure historique est représentée statutairement au conseil de cette fondation par 2 représentants qui sont aujourd'hui Gilles Bayon de la Tour et moi-même. Et c'est vrai que je souhaite pouvoir continuer, si le conseil d'administration de l'ADH le permet, à être actif au sein de cette fondation avec un angle très particulier, et vous ne serez pas surpris, c'est celui de la formation. J'ai bénéficié de la formation jeune et on a développé ce service au sein de l'ADH. Et l'étape d'après, c'est d'avoir un diplôme universitaire, un DU, comme on dit, de gestionnaire de monuments historiques, qui serait porté par la Fondation pour les monuments historiques avec l'Université de Paris et un référent universitaire qui sera Rick Peuchot, qui est peut-être dans la salle des après-gens, et d'avoir vraiment une formation de haut niveau
pour permettre que les gestionnaires de monuments publics et privés, Philippe Bellaval qu'on a vu ce matin, trouve l'idée tout à fait intéressante, voilà, pour qu'on ait ce dispositif. Et donc ce sera mon projet d'après. Voilà. Mais alors, ce projet, j'ignorais tout ce que tu viens de me dire. Il fallait que je garde un peu de... Oui. Est-il déjà engagé avec les pouvoirs publics ou c'est une idée comme ça que tu as eue Alors l'idée est un peu engagée quand même, c'est-à-dire que nous avons rencontré le président, avec Éric Peuchot et Stéphane Joannet, le président de l'université Paris-Descartes, qui s'appelle Frédéric Dardel, et qui a été enthousiaste. Et il faut savoir que dans les fusions d'universités en cours, Paris-Descartes va fusionner avec d'autres universités parisiennes pour devenir Université de Paris, ce qui me semble être un beau nom pour porter ce projet. Et je pense que pour la demeure historique, alors il y a à la fois le côté formation des jeunes et aussi formation continue. C'est-à-dire que je dis toujours en boutade, je raconte cette anecdote, j'ai fait 30 ans de travaux et au bout de 30 ans, je me suis ramassé comme un débutant sur un chantier au point que j'ai un conflit avec la CMH qui m'a accompagné. Je me suis dit, c'est quand même un peu ballot de se faire piéger comme ça. Donc je crois beaucoup à la formation continue, et, y compris pour nous tous. Alors quand on te connaît, et je pense que tout le monde ici te connaît bien, on est surpris par ton incroyable énergie, ta maison de cons, ton métier, les adhérents de la DH. Qu'est-ce qui te motive et où trouves-tu toute cette énergie incroyable que j'ai déjà vue mise en œuvre, notamment à travers le grand trophée de la plus belle restauration? Ça, je crois que je ne sais pas. Le micro. Personne ne sait, je crois. C'est le mystère de notre engagement. Tu peux poser des questions plus techniques, s'il te plaît? Je suis plus à l'aise. Alors, est-ce qu'il y a, au cours de ces 18 ans, donc 18 ans, j'ai bien retenu que c'était le premier étage du bail amphithéotique, le premier point d'étape, c'est aussi, moi qui longtemps été journaliste politique, presque 4 quinquennats et 3 septennats, est-ce qu'il y a, d'un point de vue personnel, je reviens quand même à ça, parce que sinon il suffit de lire notre entretien dans les dossiers qui vous ont été donnés. Que retiens-tu d'un point de vue personnel à la présidence de l'ADH? Autrement dit, la demeure historique et les vieilles maisons, ce ne sont pas seulement des vieilles pierres, il y a aussi des hommes et des femmes derrière tout ça. Que retiens-tu? Est-ce que tu peux nous raconter 2 ou 3 moments qui t'ont profondément marqué? Alors, effectivement, comme on l'a dit ce matin, je pense qu'aucun combat n'est perdu. Je crois que j'ai le souvenir, je l'ai déjà raconté, de la nuit du 8 décembre 2008 au Sénat. Pour vous resituer le contexte, c'était l'Assemblée venait de voter un dispositif très pénalisant sur le régime fiscal des monuments historiques. On se battait beaucoup avec Patrice Carr et toute l'équipe pour essayer et beaucoup d'adhérents ou de sympathisants qui nous aidaient à rencontrer les pouvoirs publics, les élus, les anciens hommes politiques de haut niveau. Et Gilles Carrez, qu'on a eu l'année dernière ici, avait fait voter un dispositif très pénalisant. Il fallait donc remonter la pente. Qui était le rapporteur général du budget. Rapporteur général du budget, donc qui était un homme évidemment clé. Et on a remonté la pente, on a beaucoup travaillé avec Albéric de Montgolfier, qui a été mentionné ce matin, avec d'autres sénateurs, Henri Drincourt, plus modestement peut-être mon sénateur Philippe Nachbar, Yves Dauge. Donc il y avait vraiment un consensus politique. Puis j'avais rencontré avec Patrice Carr, le directeur adjoint de cabinet de Christine Lagarde, pour essayer de faire avancer les choses. Puisqu'évidemment, sans le gouvernement, on n'y arrivait pas. Et alors je me souviens de cette nuit, parce que c'était une nuit, dans je ne sais pas comment on appelle ça, dans la tribune du public au Sénat, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde non plus dans l'hémicycle. Mais il y avait quand même derrière la ministre son directeur de cabinet. Et puis mon sénateur, Philippe Nachbar, monte à l'étage et vient me saluer. Henri Drincourt aussi, très gentiment. Et puis Yves Dauge aussi. Alors,
Et puis le directeur de cabinet adjoint de Christine Lagarde voit ce manège, évidemment ça se voyait beaucoup, et à ce moment-là il m'a fait un petit signe assez, je ne sais plus comment, de la main en disant bon, manifestement vous avez bétonné. Voilà, effectivement ça a été probablement un combat extrêmement dur, très difficile, avec beaucoup de soutien de beaucoup de personnes, mais c'est vrai que quand on le gagne, c'est pas gagné définitivement. Mais aucun combat n'est perdu d'avance parce qu'on partait très mal. C'est pour ça que ce matin, on était content d'entendre Raphaël Gérard nous dire que c'était pas perdu. Donc là, c'est le succès d'une entreprise de lobbying. Est-ce qu'il y a d'autres succès sur le terrain dont tu te souviennes, qui t'aient particulièrement marqué au cours de ces 18 dernières années ? Je ne sais pas si ce sont des succès, mais je suis provincial, comme tu le sais, j'aime ma province. Je vais souvent, pardon de vous le dire, chez vous, quand vous êtes ouvert au public, sans que vous le sachiez. Parfois je suis découvert. C'est toujours sympathique. Je suis toujours fasciné par l'énergie qui se dégage de ces lieux. C'est ce qu'appelait un avocat qui a écrit beaucoup sur ce sujet, Paul Lassus. C'est l'esprit des lieux. Et ça, je crois beaucoup à l'énergie de l'esprit des lieux. C'est peut-être ce qui nous motive sans qu'on le sache. Je crois aussi, parce que tu avais posé cette question, je crois au temps long. C'est-à-dire que je pense que notre engagement vis-à-vis d'un monument est un temps long, mécaniquement, nécessairement. Et je crois que notre engagement au sein d'une association comme la Demeure historique, que ce soit comme adhérent, comme délégué, comme membre du conseil d'administration ou toute autre chose, doit s'inscrire dans un temps long pour donner une impulsion qui se déconnecte du monde du court terme, du monde politique. Et ce n'est pas pour rien qu'après nous s'exprimera François-Xavier Bellamy sur le thème Demeure. Il y a vraiment une résonance totale entre ce que nous faisons et son dernier écrit. Oui, on a le sentiment aujourd'hui que le monde politique, le personnel politique est dans une frénésie d'action, d'agitation, à vouloir taxer tout ce qui à vouloir détaxer tout ce qui bouge et à surtaxer tout ce qui demeure. Comment leur faire changer d'avis là-dessus ? Alors pour moi, ça passe vraiment par le terrain. Je pense qu'on vit tout ça au moment des journées du patrimoine. En particulier, je parle des plus petits monuments dont je suis. Enfin, dont je fais partie. On dit toujours je crois que c'était un conseiller, un CRMH de Bretagne, il s'appelait Simonet, qui un jour, dans une réunion, Nicolas Simonet avait fait remarquer, et c'est juste, on dit toujours je suis classé, je suis inscrit, je suis ouvert au public. C'est pas du tout. C'est très amusant, et c'est vrai, c'est constant. Et donc quand on accueille le public lors des journées du patrimoine, c'est un moment particulièrement fort. Cette année, c'était encore plus fort que les autres années pour les raisons qu'on connaît. Et on sent bien cette accroche par le terrain. Je raconte souvent, et je te l'ai raconté, que nous arrivons à convaincre des élus. Je trouve que ce qu'a dit Raphaël Gérard, je disais avec Émeric de Montaut à l'instant, que c'est un des parlementaires qui nous aura le plus marqué ce matin par son discours moderne, mais en même temps respectueux de la diversité de notre rôle. Et je pense que ça passe par l'ancrage dans le sol de toujours cet esprit des lieux. Et c'est la meilleure façon de convaincre nos élus, c'est de leur dire je pars du terrain, je pars du sol. Nous ne sommes pas hors sol, on est complètement dans le sol avec tout le mystère qui se rattache. C'est pas un sol matériel, c'est un sol très immatériel. Je me souviens d'une anecdote, tu ne vas pas me poser la question, mais pour moi le moment le plus pénible de ces 18 ans aura été un déjeuner de février 2012 à l'Élysée avec le président Sarkozy qui réunissait, il était en fonction, une vingtaine de représentants du patrimoine. Et arrive mon tour, il y avait un petit tour de table, et je dis, Monsieur le Président, quelle est votre vision sur la gestion des monuments historiques privés demain ? Qui va s'en occuper ? Comment allez-vous faire ? Et très sèchement, très brutalement, il n'y avait pas d'autre mot, il m'avait répondu, écoutez, si vos familles n'arrivent plus à s'en occuper, on trouvera d'autres personnes. Il s'était tourné vers son ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, et lui avait dit, ah, n'est-ce pas Frédéric, on ne déplace plus les monuments historiques, donc c'est pas très grave. Et là, j'avais pris, et je me souviens du regard assez noir, elle était quasiment en face de moi, de Catherine Pégard, qui était au cabinet du président Sarkozy, et son regard était lourd, j'allais dire, de compréhension, en disant, oh là là, là il y a quelque chose il y a une rupture
on ne parle pas de la même chose. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'indéfinissable et c'est ce que viennent chercher nos visiteurs, nos clients, parce que nous avons des clients dans nos chambres d'hôtes qui viennent chercher cette âme qui nous dépasse. Je ne sais plus combien d'âge d'existence à l'ADH, pas loin d'une centaine d'années, non? Oui, elle aura 100 ans en 2024. En 2024. Moi qui suis un œil étranger et extérieur, pour moi l'ADH c'est le contraire d'un gros machin type ONU, c'est, je dirais, un petit sanctuaire de mémoire et de civilisation. Alors, comment faire connaître ça au grand public, davantage encore, que pouvez-vous faire encore pour imprégner cette idée dans les esprits aujourd'hui? Alors, normalement, il y a une diapo que j'aime beaucoup, qui est l'œuvre d'Anne-Sophie Bellamy, si on peut la voir, c'est Joachim Carvalho, notre fondateur, à qui on a attribué la bulle « Mais que fait la demeure historique ?» Alors souvent, j'arrive en boutade parce que dès qu'il y a une crise sur un sujet, la fiscalité, l'éolien, etc., on dit « Mais que fait la demeure historique ?» Enfin, c'est incroyable, il ne se passe rien, ils ne font rien. Sauf que la demeure historique, c'est tout simplement ce que chacun d'entre nous, nous lui donnons en temps, en compétences, en argent, en contribution financière. Les appels à dons de ce matin, ce n'est pas des appels en l'air, c'est-à-dire que là, on va devoir financer un contentieux contre le décret Le Cornu. Si on le fait seul individuellement, il ne se passera rien. Si on ne fait rien, c'est encore pire. Et donc, c'est toute cette logique de solidarité. Et ça, c'est peut-être, je racontais ce matin, le fait qu'un adhérent important, très, très compétent, très engagé, m'ait dit, et ça m'a fait une peine énorme, non pas parce que c'était négatif, mais parce que ça venait de lui. Il m'a dit, mais je ne comprends pas comment tu peux lancer un appel à dons pour la Fondation, pour les monuments historiques. On donne déjà tellement d'argent à nos monuments. Je dis, mais c'est terrifiant comme réponse. Et pourtant, ça venait de quelqu'un. Et donc, je me suis dit, ben, la route est encore longue. C'est que même quelqu'un d'aussi talentueux n'a pas compris la dimension stratégique de cette fondation. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que ce sont des moments... il y a des moments de solitude, ça je ne vous le cache pas. Voilà. Comment va se passer la relève, non pas institutionnelle, à savoir qui succédera à qui à tel ou tel poste dans la DH, mais est-ce qu'il y a des jeunes dans toutes vos familles qui sont aussi engagés que vous, les parents ou les grands-parents? Et si oui, tant mieux. Sinon, comment les motiver? Comment vois-tu les choses? On en revient à ce que tu voulais faire après sur la formation et la transmission. Alors, c'est une discussion que Philippe de Laval, pendant le déjeuner, faisait observer. Il disait, j'ai pas vu beaucoup les jeunes repreneurs dans la salle. Alors, on lui a fait observer que c'est parce que là... Ah, ben voilà, vous auriez dû... Très bien, on aurait dû lui faire poser la question à ce moment-là. Bravo. Alors, j'ai dit, mais en fait, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais ils sont jeunes et donc ils ont leur code de fonctionnement. Nos propres enfants fonctionnent différemment. Moi, je vois les miens, ils communiquent plus, ils lisent plus beaucoup le papier. Hein. Je ne sais pas s'ils lisent encore, mais ils lisent pas beaucoup le papier. Ils ont des communications immédiates, permanentes, par tous les réseaux, etc. Et je pense que vous, les jeunes repreneurs, vous communiquez beaucoup plus par les réseaux, vous partagez ces expériences, j'imagine, par vos modes de fonctionnement d'aujourd'hui. Je crois quand même que l'on voit nettement, et ça c'est une observation que j'ai pu faire très empirique, c'est qu'on a vu une mutation très nette, y compris que ce soit dans le monde des monuments historiques acquis récemment ou transmis depuis plusieurs générations. Et dans la reprise d'un monument, on ne reprend plus un monument un peu par filiation naturelle ou par devoir. On le reprend en porteur de projet. J'ai été très frappé récemment par des reprises récentes de monuments familiaux et le couple ou ceux qui l'ont repris ont vraiment élaboré un projet d'entreprise atypique avec une dimension pour les uns très professionnelle, pour d'autres un mixte professionnel et de cadre de vie familiale. Donc on voit bien, ça c'est absolument évident, qu'il y a cette mutation dans l'approche de la transmission des monuments historiques. Et même chez les personnes plus âgées, ma mère a 85 ans, je lui ai dit, écoute, ça serait bien si ton appartement dans le château pouvait de temps en temps être loué parce qu'on ne va pas y arriver, etc.
Et à ma grande surprise, elle m'a dit « mais c'est génial, vas-y ». Et donc ça veut dire que même dans les générations plus anciennes, enfin plus âgées, les modèles économiques nouveaux, l'économie collaborative fait son travail. Et je pense que ça, c'est l'avenir de Monuments. Souvenez-vous d'Henri de Castres, il y a 4 ans, nous disant ici, dans un discours qui a marqué les esprits, il faut réinventer des modèles économiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, parfois sans le savoir. Je suppose que le profil type de l'adhérent de la demeure historique a dû profondément changer entre l'époque de Joaquin Carvalho et aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, en gros, qui sont les forces vives de la demeure historique ? Ça, c'est une question vraiment difficile, pas difficile moralement, mais techniquement, parce que je n'ai pas de réel point de vue. L'évolution que j'évoquais à l'instant, c'est une observation empirique. Je n'ai pas de statistiques, mais elle est très nette, ça, il n'y a aucun doute. Et je pense que les jeunes repreneurs, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Vous avez une approche beaucoup plus entrepreneuriale que la génération d'au-dessus. Hein. Vous êtes d'accord ? Bon, ouais, ils sont d'accord. Donc, ça, c'est très net. Après, ce que l'on voit, et je dis souvent, il y a 20 ans, on disait il y a les néo-châtelains et en gros, les propriétaires de monuments issus d'une lignée familiale traditionnelle, aristocratique, etc. Et ça, alors je ne sais pas, ça va peut-être choquer Éric Mention-Rigaud, qui je crois est dans la salle, qui est le grand spécialiste du sujet. J'ai eu des entretiens avec lui sur le sujet quand il a écrit un de ses livres. Je pense qu'aujourd'hui, après une acquisition, si je prends les enfants de quelqu'un qui a acquis un monument, ou les enfants qui sont issus d'une soi-disant lignée longue, je ne vois plus, par rapport au monument, hein, j'entends, de différence. Ça, pour moi, c'est une mutation incontestable. Encore une fois, ce sont des observations. Hein. Moi, je vous dis ça, ou je te dis ça, c'est le fruit de contact. Je suis un peu ingénieur quand même au départ, mais je n'ai pas fait d'analyse scientifique sur le sujet. Oui, donc c'est la preuve que Alain Finkielkraut ou François-Xavier Bellamy ont raison quand ils disent ou laissent entendre qu'une vieille maison est le début du désir de demeurer, du désir de verticalité en vérité. L'ADH n'est pas la seule association à œuvrer en faveur du patrimoine et j'avais été très frappé de ce que tu m'avais dit un jour en me disant, de même qu'il y a un conservatoire du littoral, il faudrait qu'il y ait un conservatoire des abords des monuments historiques classés. Où en êtes-vous de cette idée à l'ADH ? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable un jour ou non ? On voit tellement d'offensives de l'éolien, notamment autour des belles maisons. Je sais que c'est un sujet difficile. Alors, la question des abords, on l'a vu ce matin, c'est terrifiant de se dire que les abords de monuments historiques se sont vus fragilisés parce que 6 sénateurs manquaient à l'appel un soir et que la ministre de la Culture n'était pas là. C'est terrifiant ce que nous a été avoué ce matin de concert par les différents parlementaires présents. Et donc, à nouveau, l'idée, c'est que « aide-toi, le ciel t'aidera », ou pour reprendre cette phrase, mais que fait la demeure historique ? Alors, cette fois-ci, ce qu'on s'est dit, j'aperçois Benoît Bassi là-haut, donc je vérifie qu'il ne me fait pas les gros yeux et qu'il abonde, et qu'on s'est dit, finalement, ça sera plus difficile à un maire, un peu agressif, de taquiner les abords d'un monument historique public ou privé si ces abords appartiennent à une fondation reconnue d'utilité publique. Taquiner ces abords si ça appartient à Villain-Châtelain, ça c'est politiquement correct. Mais si ça appartient à une fondation qui a tous les statuts dus à son rang, ça sera plus difficile. Et donc l'idée m'est venue d'abord en observant, je crois que je l'ai déjà dit, ce qu'a fait Raymond Nicolaï à Reynière-Écluse. Il a donné son domaine en nue propriété au conservatoire du littoral, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un conservatoire des abords ? Donc avec Benoît, on s'est dit, on va créer un fonds spécifique, qui pour le moment n'a rien, hein, mais on est en 1924, notre ami Joachim Carvalho, il n'imaginait pas qu'on serait encore là à parler de tout ça. Donc voilà, on est là, on sème une petite graine, une petite idée, et puis on va faire
travailler des juristes et faire marcher notre créativité tous ensemble. On peut imaginer demain que autour d'un monument historique dont on garde la propriété familiale ou autre, une couronne verte de bois ou de terres agricoles, homogènes et gérables, puisse être apportée à cette fondation en legs, et qu'à ce moment-là, cette couronne verte sera très fortement protectrice. Voilà. Ça, ce sont typiquement des idées anglaises du National Trust, etc. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes idées à prendre chez les associations de défense du patrimoine européennes? Alors, il y en a toujours beaucoup. Et puis l'expérience montre que quand on fait les comparaisons internationales, notamment en matière de fiscalité, mais pas uniquement, on s'aperçoit que finalement on n'est pas si mal loti en France. On a quand même un édifice globalement juridique et fiscal qui n'est pas si mauvais. Alors c'est vrai que récemment j'étais en Belgique et mon homologue belge racontait que, je crois que c'est la Wallonie, puisqu'on est État fédéral avec des règles spécifiques, avait mis en place désormais un dispositif d'exonération complet des droits de succession, beaucoup plus léger que celui que nous avons en France, dès lors qu'il y avait un réinvestissement des droits dans les travaux du château, ce qui est assez intelligent, pragmatique à la belge. Bon, on peut essayer de le vendre en France. Autre histoire belge, on s'aperçoit que notre partenaire en Belgique, qui est la Fondation Roi-Baudouin, abrite aujourd'hui 3 ou 4 monuments historiques français. Alors on a ouvert des grands yeux en disant mais comment est-ce que vous faites alors qu'ils sont habités par leur famille, et en fait leur regard sur l'intérêt général est beaucoup plus souple que celui qu'on a nous-mêmes en France sur les monuments classés ou inscrits. La Fondation Roi-Baudouin, qui est l'équivalent de notre Fondation de France, considère simplement que le classement ou l'inscription d'un monument emporte qualité d'intérêt général et donc déclenche le dispositif d'approbation par cette fondation. En France, vous voyez, même quand on est classé ou inscrit, c'est tout juste, il ne faut pas dire on habite dehors pour être sûr que ce soit vraiment d'intérêt général. On habite dans la niche du chien, et comme ça on est sûr que c'est vraiment d'intérêt général. Non mais c'est à peine ça. Hein. Souvenez-vous le combat qu'on a dû mener sur le mécénat affecté. Il a fallu dire en 3 temps qu'on ne ferait pas ci, qu'on ne ferait pas ça. Donc il y a des choses à prendre, mais on a globalement un édifice plus techniquement plutôt meilleur, et la couche de sucre glace politique n'est pas bonne parce qu'elle est liée à notre histoire. C'est-à-dire qu'avoir un château, c'est être châtelain, c'est plutôt nanti qu'autre chose. Donc c'est pas forcément lié à des aspects techniques, c'est plutôt lié à des aspects culturels généraux. Mais globalement, je dirais que quand on fait nos comparaisons avec l'Angleterre, avec les autres pays d'Europe, Irina Ghica-Boulin qui vient de nous quitter, qui est en Roumanie, vous avez peut-être vu l'article qui lui est consacré dans notre dernière revue, c'est pas facile de reprendre des monuments historiques en Roumanie. Alors, toujours pour un observateur extérieur comme je le suis, parfois les associations de défense du patrimoine me font penser un peu au paysage politique centriste dans les années 70, en gros du temps de Giscard. Il y avait, souvenez-vous, les adhérents directs, le PPDF, le Parti radical valoisien et 2 ou 3 autres micro-partis. Et la grande idée de Giscard avait été de faire une fédération qui est devenue l'UDF. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais qu'existe déjà le G8 du patrimoine, mais c'est une structure extrêmement souple et opportuniste qui n'intervient que quand il y a un danger très identifié. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'intérêt de l'ADH d'essayer de se réunir dans une structure plus peut-être un peu plus contraignante, mais qui sera en même temps plus puissante pour défendre vos intérêts? Alors, c'est une excellente question, et comme disait Georges Marchais, je te remercie de l'avoir posée. Je suis avec Henri de Lépinay, qui était là ce matin, qui est toujours là. Nous sommes les 2 derniers fondateurs du G8 Patrimoine. Alors, Henri de Lépinay est président d'honneur maintenant de Rempart. Le bilan que je tire, donc pour vous dire à quand remonte le G8 Patrimoine, c'est le lendemain ou le surlendemain d'une réunion. Et c'est d'ailleurs une idée, mon cher Gilles, qui revient à ton défunt frère Patrick. C'était son idée, Patrick Bayon de la Tour,
Nous avions une réunion avec Jacques Chirac, président de la République, à Provins, qui avait duré 3 heures. Ça, c'était une vraie réunion de travail. Je me souviens, ça c'était une anecdote, on racontait que le président Chirac prenait plein de notes pendant une réunion et faisait une boule de papier après. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vu de mes yeux vus. C'est extraordinaire, ça devait être un moyen, mais toute la réunion était parfaitement pilotée, relancée, etc. C'était vraiment lui le patron de la réunion, ce n'était pas le conseiller technique. Et à la fin de la réunion, j'ai vu de mes yeux vus ce phénomène, il a fait une boule de papier, il l'a mise dans sa poche. Et après ce tour de table, nous nous sommes constitués en réunion informelle qu'on a appelée le G8. Le principe était de dialoguer au siège de Maison Paysanne de France sur des sujets, et puis de temps en temps d'avoir une démarche concertée. Tout à fait intéressant. Ce que j'ai observé, c'est 2 choses. D'abord, nous avons perdu beaucoup de temps à essayer de trouver un dénominateur commun dans les prises de position. Deuxièmement, nous avons des objets qui peuvent être très différents. Et je crois qu'il y a un point, et si je peux laisser un message sur ce registre, c'est de dire la demeure historique, et je le dis d'autant plus que je ne connaissais pas à 18 ans la demeure historique, et que j'ai été initié au patrimoine, je le dis très solennellement, en faisant partie de VMF Jeunes. Donc il y avait des petites promenades, je ne sais pas quoi. Et donc, voilà, donc toutes les associations ont leur rôle. Aujourd'hui, en tant que gestionnaire de monuments, pour moi, il y a une seule association, c'est la demeure historique. Pourquoi ? Parce que quand je parle, chacun d'entre nous, on parle des mêmes choses. C'est-à-dire, quelle que soit la taille du monument, on a les mêmes problèmes. Alors, le partage d'expérience va faire qu'on va aborder tel ou tel sujet au travers de notre propre prisme ou notre propre monument. Mais en tout cas, il y a ce dénominateur commun, ce terreau commun qui fait qu'on parle, les Français parlent au français, si je puis dire. Et donc ça, c'est vraiment la grande spécificité de la demeure historique, et je trouverais dommage de se diluer dans un ensemble, certes fédérateur, mais qui ne permettent pas de retrouver cette culture de la gestion du monument. Je le dis régulièrement dans les dialogues avec la Fondation du patrimoine, avec d'autres associations. Nous avons ce point et ce point commun. Nous sommes aux commandes le 365 jours par an, qu'il fasse beau, froid, chaud, ce qu'on veut. On a les stress de la nuit sur le monument. On n'est pas là juste pour aller accompagner le patrimoine quand ça nous fait plaisir. Et ça, pour moi, c'est vraiment absolument différenciant. C'est un positionnement, comme on dit, et c'est différenciant. Il faut que ça s'arrête. Bravo Jean, tu m'as dit une demi-heure, on est déjà à 32 minutes, on va s'en prendre encore une ou deux. Une dernière question, puisque tu as déjà commencé à donner des conseils à ceux qui te succéderont un jour. J'ai réalisé une chose, c'est assez drôle, on parlait du temps long, oui. Mais c'est assez incroyable. Depuis, le premier président n'était pas Joachim Carvalho, mais le duc de Noailles, et je ne suis que le 5e président de l'ADH. Donc en fait, tous mes prédécesseurs, Henri-François en particulier, ont fait des temps très longs. Voilà. Et je crois que ça, c'est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pérenniser, mais ça permet de donner du temps à l'action. Voilà. Oui, il faudrait qu'on revienne au septennat en France. Donc, dernière question, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à tes successeurs, compte tenu de toute l'expérience acquise ? 2 mini, ce n'est pas des conseils, parce que je me souviens d'un de mes éminents collègues de Lorraine, quand j'avais été élu, j'avais 42 ans, et il avait dit « Mais vous êtes beaucoup trop jeune ». Ou le premier contact avec l'équivalente de Philippe Barba, aux côtés de Madame Tasca à l'époque, ministre de la Culture, et je vais avec Gérard Nicolai, et puis je ne sais plus qui d'autre, pour ce premier contact, et je parle d'emblée, et la personne conseillère de la ministre me dit « Merci monsieur, nous allons laisser la parole à votre président ». Et là, il faut rire évidemment de ceux qui connaissaient l'histoire. Voilà. Donc je dirais 2 choses. Je pense que c'est bien qu'il vienne avec son côté, si c'est le cas, mais c'est a priori vu notre configuration, avec son côté provincial. Je pense que le côté provincial, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je viens d'un territoire difficile. J'ai toujours dit, être châtelain aux portes de Longwy, c'est pas facile tous les jours, hein, y compris dans son propre village.
Donc c'est très symbolique. En 1984, quand il y avait la crise de la sidérurgie, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les matins j'écoutais les infos en me disant, les manifestants mettaient le feu à chaque, on oublie ça, mais un bâtiment public chaque nuit, la Banque de France, le tribunal d'instance, etc. Et certains matins je me disais, mais est-ce que ça va pas être le château du Marquis à 6 km, hein, j'ai pensé à ça. Donc du coup ça crée cette obligation de s'intégrer à quelque chose qui n'est pas Paris intramuros ou une grande ville de province. Et ça, je pense que c'est important de garder ce lien, cette espèce de force de rappel avec la modestie des territoires. Et le deuxième conseil que je lui donnerais, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, l'impulsion que l'on donne, elle se transmet au travers d'un prisme déformant, qui est le prisme de son propre engagement sur un monument. Et donc, forcément, il va y avoir des éléments positifs et des éléments négatifs. Je vais raconter en anecdote, je ne sais pas si Patrice Carre est encore là, mais je me souviens qu'en 2003, quand la loi, depuis 2003, la loi mécénat est arrivée sur le métier de l'Assemblée, je lui dis, Patrice, il faut qu'on arrive à vendre le mécénat pour les monuments historiques privés. Il m'a dit, mais vous n'y pensez pas, ça ne marchera jamais. Et je dis, Patrice, moi je l'ai fait de façon très bancale, en 93 et 94, avec EDF-GDF, et pour 2 fois 200 000 francs en 2 années, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque, sur un monument sans intérêt qui était en ruine, qui était une grange à peine classée. Et ça m'a donné l'énergie du combat. Et après, évidemment, Patrice et toute l'équipe m'ont accompagné, c'est devenu un de nos combats gagnants. Et on voit qu'aujourd'hui, ce matin on le disait, ce dispositif a permis de récolter au total 9 millions d'euros depuis 2008. C'est petit, mais c'est pas rien. Donc ce que je dirais, c'est qu'il faut aller avec des idées, toujours être créatif et toujours être force de proposition. C'est un des thèmes que nous mettons en avant, et l'ancrage territorial, l'ancrage provincial donne un effet de levier à la créativité. Voilà, c'est un petit peu... C'est pas un conseil, il n'y a pas de conseil à donner. Moi, je rappelle toujours qu'en 1982, donc je venais de me taper sur les épaules un hectare de toiture en ruine, en semi-ruine, et je vais voir Henri François à Breteuil. Et avec ma petite 4L jaune, je faisais mon service militaire, et on dit, je ne sais pas si on dit, non, national, on dit. Bon, ça n'existe plus de toute façon. Et je suis resté 3 heures avec lui, et il m'a dit, vous voyez à l'époque, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Et ça a été, voilà, c'était l'ouverture au public à Cons-la-Granville, je vous rassure, je vous déçois, c'est un fiasco. Mais j'ai fait d'autres choses, et cette ouverture permanente a été un leitmotiv, et c'est ce que nous faisons tous, mais différemment. Et ça, je crois que cette diversité, c'est peut-être ça l'exercice difficile, c'est de faire la synthèse quand il faut aller plaider auprès des pouvoirs publics, auprès d'une commission, auprès d'un membre représentant le gouvernement. Merci Jean, et merci pour tout ce que tu as fait, et bravo.